là? Ça va français. Français, c'est les meilleurs au monde. British. Oh mon Dieu. Do you consider yourself a patriot? Ay, Maze! I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yael de Movies in the Air et je vous présente le 13e épisode de Falafel Cinéma. La semaine dernière, nous avons parlé des artistes présents cette année au Festival de Cannes, Eran Kolerin, Nadav Lapid, Shlomi Elkabetz et Harry Folman. Aujourd'hui, nous allons continuer notre incursion dans le Festival de Cannes et revenir sur les débuts du festival, qui est né quasiment en même temps qu'Israël, puisque le Festival de Cannes commence réellement en 1952. Lorsque les Français, dans les années 30, envisagent la création d'un festival de cinéma à Cannes, c'est avant tout pour concurrencer la Mostra de Venise, une émanation de la Biennale d'art devenue depuis 1932 un rendez-vous important à l'échelle internationale du monde du cinéma. Et la première édition du Festival de Cannes, qui aurait dû se tenir en 1939, a contraint les organisateurs à renoncer à leur projet en raison de la mobilisation générale au début de septembre de cette même année. Ce n'est donc qu'un an après la fin de la guerre, en septembre 1946, que se tient pour la première fois sur la Croisette le Festival du cinéma. Il se déroule au Casino municipal de Cannes, dans l'attente de la construction du Palais des Festivals, dit Palais Croisette, sur l'emplacement du Cercle Nautique. C'est le film La bataille du rail de René Clément qui emporte cette année-là le prix du jury international. La compétition est prestigieuse, puisqu'on trouve cette année-là La Belle et la Bête de Jean Cocteau, Les Enchaînés ou Notorious d'Alfred Hitchcock, Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini, entre autres. Et de 1948 à 1950, il n'y aura pas de festival en raison de problèmes budgétaires. Cette fois, c'est la reconstruction de l'après-guerre qui empêche le festival d'avoir lieu. Pas question de gaspiller de l'argent pour la culture. Il faut se serrer la ceinture pour réparer les dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale. À partir des années 1950, Cannes devient le plus grand événement du cinéma mondial. Et le premier film dont je vais vous parler est Nuit et brouillard. Pourquoi je vous parle de Nuit et brouillard d'Alain Resnais, qui n'est donc pas un cinéaste israélien, pour un film qui n'est pas israélien lui non plus? Eh bien parce que ce film est le premier à poser un jalon contre une éventuelle avancée du négationnisme, ainsi qu'un avertissement sur les risques que présenterait une banalisation, voire le retour en Europe de l'antisémitisme, du racisme ou encore du totalitarisme. Un film bien actuel donc. Le documentaire d'Alain Resnais est censuré à double titre. En effet, il confronte l'Allemagne à son passé nazi, donc il est retiré de la sélection à la demande de Berlin afin de ne pas porter atteinte aux relations franco-allemandes. Mais il y a une autre censure, qui est celle de la France. En effet, une des images montre une photographie du camp d'internement de Pithiviers, où l'État français parque les Juifs dans l'attente de leur déportation par les nazis. Au premier plan, on voit la silhouette d'un gendarme français dans un poste de guet. La commission de contrôle exige aussitôt la suppression du plan. Échaudé par l'expérience, des statuts meurent aussi. Alain Resnais, soutenu par son producteur, réclame d'abord une demande écrite, puis maintient la photographie en barrant d'un bandeau noir la silhouette de la honte, rendant ainsi visible l'occultation de la collaboration. Mais le film sera vu ainsi jusqu'en 1997. Par ailleurs, le documentaire Nuit et brouillard fut interdit d'exploitation en Suisse en raison de la neutralité du pays vis-à-vis des événements décrits. Cette année-là,
Bien ironiquement, c'est Le Monde du silence de Jacques-Yves Cousteau qui remporte le prix du Festival international du film. C'est en 1955, 8 ans après la création d'Israël et que se déroule la 8e édition du Festival de Cannes, qu'est présenté en compétition au festival le premier long métrage israélien, La colline 24 ne répond plus, en 1955, ou en hébreu, Givra 24, Ena Ona, réalisé par un Britannique, Thorold Dickinson, mais avec une production donc israélienne. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait. Nazi. Yes, I was a Nazi, but I couldn't help it. Nobody could, no. Adolf Hitler. Did you ever see his eyes? That was a great power. We had to obey. He could do with us anything he wanted. We couldn't help ourselves. What would you do in my place, hey? What could you do? Yes, we did some terrible things against your people. I mean, those were our orders. One fun? I tell you why I'm here. Not because I want to fight the Jews. No. Just because I want to fight. Just fight. Anybody. Anything. I did not learn something else. We are born to fight, isn't that true? When there are no more wars, we'll have to invent them. Yeah? What you going to do with me? You're going to kill me? I'm a wounded prisoner. There's a law. Your army, what do they do with prisoners like me? You mustn't do what we did. We were wrong. It was against religion what we did. You are religious, yes? Yes, you must be. After all, this is the Holy Land. And you are the ones who gave us the Ten Commandments and Christianity. Christ was a Jew. And he said, Father, forgive them, for they know not what they do. You and I, we are soldiers. You must forgive me. It is your law, isn't it? Isn't it? Vous venez d'entendre un extrait du film La colline 24 ne répond plus, réalisé par Thorold Dickinson. L'intrigue tourne autour des histoires personnelles de soldats israéliens qui se rendent vers une colline stratégique qui surplombe la route de Jérusalem, donc pour en assurer la défense. Arik Lavi joue le rôle d'un soldat israélien pendant la guerre d'indépendance qui trouve un ancien officier SS nazi qui a rejoint l'armée égyptienne. C'était précisément une des scènes que vous entendiez juste avant. Les émigrants juifs qui débarquent clandestinement à Haïfa en 1946 sont traqués en pleine nuit par des policiers anglais. L'un des héros du film est un policier irlandais du nom de James Finnegan. Il tombe amoureux de Myriam, une Sabra, ou une juive née en Israël, qui va le renvoyer à l'absurdité de sa situation. Hier, il libérait les juifs des camps de concentration. Aujourd'hui, il les traque chez eux. J'ai retrouvé une interview de Aya Hararet, l'actrice israélienne qui joue Myriam dans le film. Elle est interviewée plusieurs années après ce film par François Chalais au Festival de Cannes. Je vous propose tout de suite de l'écouter. L'attrait de la curiosité. C'était en effet la première actrice israélienne qui nous était donnée de rencontrer. Depuis, un tournant a été pris, et quel tournant! Et c'est d'un seul coup non seulement le décor, mais toute la vie de Aya Hararet qui a changé. Vous vous souvenez? Ah oui, il y a 5 ans. 5 ans déjà? Oui, c'était en 1955. C'était le lendemain après la projection de La colline 24 ne répond plus. Et je suis venue ici avec Thorold Dickinson, Qui était votre metteur en scène? Oui. Et on a regardé la critique de La colline, qui était très bien accueillie. Ça, je dois dire que vous êtes précipité sur les journaux comme si vous n'aviez jamais vu avant. Ah oui, j'étais très étonnée parce que vraiment, quand on fait La colline 24, personne n'a pensé que ça va être présenté à Cannes et que ça aura le succès que ça a eu.
Tout Vous le monde êtes était jeté très dans les content, bras puis de c'était votre... les premiers films israéliens et tout ça. Bien sûr. Vous êtes jeté dans les bras de votre metteur en scène et vous l'avez embrassé. Est-ce que vous avez beaucoup embrassé William Wyler ces temps-ci? Moi, j'adore William Wyler. C'est un très merveilleux metteur en scène et un wonderful, comment on dit, un merveilleux. C'est la même chose. Oui. Vous savez, à force de voir des films comme C'est Béni, d'ailleurs on finit ici. par parler toutes les langues. Quand j'étais ici la première fois, je me parlais un mot français. Vous vous souvenez? On a parlé en anglais. Oui. Avec moi? On n'a pas dit se dire grand-chose. C'est pas que je parle mieux le français maintenant, mais quand même, je me fais comprendre. Oui, et puis j'étais ici en 1957, la deuxième fois. C'était avec un film italien, La Donna del Giorno, La femme du jour, qui était présenté hors des compétitions. Et c'était alors, dans cette année-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Wyler. C'était pendant l'American Cocktail Party. Et j'ai eu une conversation avec lui et un an après, on m'a cherché pour faire un essai pour Esther. C'était un bénur. Autrement dit, vous ne viendriez pas à Cannes, vous n'auriez jamais de travail. C'est vrai, c'est vrai. C'est grâce au Festival de Cannes que j'ai eu l'occasion de faire ce film. Maintenant, vous vivez complètement en Amérique, complètement à Hollywood? Oui, je suis sous contrat avec la métro. Je dois y vivre, je dois y rester 9 mois par an. J'ai 3 mois que je peux aller chez moi, retourner en Israël, ou venir ici, à Rome, voir les amis. Vous êtes beaucoup moins esclave dans le film, ou pourtant vous jouez une esclave. Au moins, vous affranchi dans le film. L'esclave qui est devenue la femme de l'héros, c'est pas mal. Oui, ça pour un esclave, c'est un bel avancement. Mais est-ce que vous êtes retourné en Israël récemment? Non, il y a un an que j'étais pas là-bas. D'ailleurs, je pense peut-être après ce festival que je pourrais y aller pour visiter mes parents, mes amis. Quand vous allez là-bas, comment est-ce qu'on vous reçoit maintenant? Est-ce que vous êtes l'enfant prodigue et on tue de vos gras? Ou bien est-ce qu'au contraire, on pense que vous auriez dû rester, que vous êtes Sarah qui est partie en abandonnant la famille? Non, parce qu'on n'a pas une production cinématographique en Israël. C'est pour cela qu'on ne pense pas que que j'ai quitté le pays. D'ailleurs, je reviens toujours, j'ai le passeport israélien, je me sens israélienne, tout le monde le sait. La dernière fois qu'on vous a rencontré, c'était à Rome, justement, vous tourniez Bénur. Oui. Et vous avez raconté votre service militaire, justement, en Israël. Vous n'avez pas une nostalgie, vous qui vous sentez tellement Pas patriote? du tout, mais pas du tout, ça alors. J'ai oublié déjà tout que j'ai su, mais c'était pas beaucoup, ouais. Non, j'aime pas ça. À quoi est-ce que vous pensez maintenant? Je pense que ce qui va passer cette année à Cannes pour moi, puisque toujours que quelque chose passe qui a beaucoup d'influence sur ma vie. Vous venez d'entendre Aya Hararit qui était interviewée par François Chalet, qui est un tout petit peu macho dans l'interview. On voit que vraiment l'époque a un tout petit peu changé quand même dans le journalisme. Avec une actrice israélienne, donc vous l'entendiez, qui parle très bien français et qui donc sera au festival en 1960 dans le film de Ben-Hur de William Wyler, donc, dont elle parlait avec Charlton Heston bien sûr. Et en 1961, c'est pas un film israélien qui est sélectionné à Cannes, mais Exodus, qui est réalisé par Otto Preminger et donc, dont le scénario est écrit par Dalton Trumbo, qui lui permettra d'ailleurs de quitter la liste noire mise en place par le gouvernement américain de l'époque. Et il est présenté hors compétition au Festival de Cannes. Bon, Exodus, c'est bien sûr pas un film israélien, mais il parle de ce bateau, donc intercepté au large de Haïfa par les autorités britanniques et de ses passagers, qui furent tout d'abord transférés à Port-de-Bouc en France, puis redéployés dans des camps de déportés en Allemagne. En 1962, un second film israélien est sélectionné en compétition. Il s'agit de Joseph, vendu par ses frères, au Baal HaChalomot, réalisé par Alina Gross et Yoram Gross. Il raconte bien sûr l'histoire de Joseph, vendu en esclavage par ses frères jaloux, mais qui devient l'homme le plus puissant d'Égypte aux côtés de Pharaon. Il est produit par Yoram Gross, qui va créer donc sa maison de production, une maison de production qui durera jusqu'en 2015 et qui produira surtout des films d'animation pour enfants. Et il fera ses films en partenariat avec des producteurs australiens parce qu'il s'y installe avec sa femme en 1968.
Joseph, vendu par ses frères, est donc un film d'animation. On voit donc qu'il y a une longue tradition de films d'animation réalisés en Israël, puisque cette année encore, comme je vous en parlais dans le précédent podcast, un film est sélectionné hors compétition au Festival de Cannes et il s'agit de Où est Anne Frank d'Harry Folman qui avait réalisé auparavant Valse avec Bachir. En 1965, nous retrouvons une production franco-israélienne au Festival de Cannes dans la catégorie Semaine de la critique, avec un film qui s'appelle La cage de verre. Ce film est réalisé par deux Français, Philippe Arthuis et Jean-Louis Lévy-Alvarez, et on y retrouve une actrice israélienne. Il s'agit de Dina Doron, qui a joué la grand-mère dans la série Unorthodox avec Shira Haas, qui avait le rôle principal, et sur qui, vous le savez, j'ai bien sûr réalisé un podcast. Donc Dina Doron, qui a fait donc une très longue carrière, qui a commencé comme danseuse à la Martha Graham Company, et qui a joué aussi le rôle d'Anne Frank dans la pièce adaptée de son journal. En 1952, elle joue dans un film qui s'appelle The Faithful City, La ville fidèle, un film dramatique israélo-américain de Joseph Leichthes, un réalisateur polonais qui s'est installé en Israël après la Seconde Guerre mondiale. Et à part La cage de verre, elle jouera également dans A Tale of Love and Darkness de Nathalie Portman, adapté bien sûr du roman d'Amos Oz. Elle jouera également la grand-mère de Billy Elliot dans la comédie musicale adaptée du film et a chanté la version en hébreu de Remember Me, extrait du dessin animé Coco que vous avez peut-être vu. Et écoutez, j'ai retrouvé donc cette version chantée, je vous propose de l'écouter, elle est assez jolie. Maman, Raki. זכרי אותי לא יכול להישאר זכרי אותי ולא נבכה יותר אותך ארגיש בתוך ליבי גם כשאת כאן לבד ובלילות בסוד כמוס אקדיש לך שיר נחמד זכרי אותי הפרידה עכשיו קרובה זכרי אותי לצליל גיטרה עצובה לא אפסיק לרצות שנהיה יחדיו תמיד ולעולם לא ניפרד זכרי אותי. Voilà, vous venez d'entendre la très jolie voix de Dina Doron qui chantait Remember Me en hébreu dans le dessin animé Coco. Et revenons-en au film La cage de verre. De quoi parle La cage de verre ? Eh bien, ce n'est pas le roman de Georges Simenon qui est sorti en 1971, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Cette histoire est celle de Pierre, qui est juif, et de sa femme Hélène, qui est catholique. Et ça se passe en Israël, à Tel Aviv. Pierre est un rescapé des camps, et alors que se déroule le procès d'Eichmann, donc la cage de verre symbolise la cage dans laquelle est enfermé l'assassin de milliers de juifs pendant la guerre qui est Eichmann. Mais ce procès donc va raviver dans l'esprit du mari tout un passé qu'il croyait avoir déjà oublié. Donc son internement dans les camps de la mort où il a vu tuer devant lui son père et où il a souffert de la faim, du froid et des mauvais traitements. Voilà, donc c'était pour le film La cage de verre, ce film réalisé par deux Français et qui sera donc sélectionné à Cannes. Dans les années 60 et 70, on voit l'émergence de plusieurs réalisateurs israéliens. L'un d'eux est Uri Zohar. Son premier long métrage, Un trou dans la lune, ou Orba Levana, est sélectionné en 1964 à la Semaine de la critique au Festival de Cannes. C'est l'histoire de deux amis qui s'installent dans le désert, se lancent dans le cinéma en créant une ville en carton-pâte. C'est une œuvre d'avant-garde, une satire du sionisme. Et ce premier film de Zohar fait partie du mouvement de la nouvelle sensibilité. Il est inspiré de Alléluia, les collines d'Adolphas et Jonas Mekas. Il est remarqué par sa radicalité formelle, sa critique de la bureaucratie sioniste. En 1967, son film
3 jours et un enfant, ou Shlosha Yamim Vayeled en hébreu, est sélectionné en compétition. 3 jours et un enfant est un film tout à fait original. À Jérusalem, Eli, un étudiant, se voit confier pendant 3 jours la garde d'un petit garçon espiègle. Il s'appelle Shui, alors je ne sais pas si je prononce bien, et c'est le fils d'une jeune femme qu'il a autrefois aimée, le temps d'un séjour dans un kibbutz. Au cours donc de ces 3 journées, où l'adulte et l'enfant apprennent à se connaître, Eli reporte sur l'enfant tous les sentiments ambivalents, souvent très forts qu'il a éprouvés et éprouve encore pour sa mère. Le cinéaste procède par des flashbacks pour raconter la relation qui se noue entre ce jeune professeur et cet enfant qui lui a été confié par ses parents de passage à Tel Aviv. Et évidemment, le professeur projette sur l'enfant tous ses sentiments complexes qui vouent à son premier amour, allant du désir de vengeance à l'attirance intacte, malgré des années de séparation et sa rencontre avec une autre femme. Ce souvenir parle aussi de l'idéal communautaire du kibbutz, dont il est revenu, désormais plongé dans la solitude. À la fois sensuel et cérébral, 3 jours et un enfant ausculte le malaise, le déchirement moral d'une génération d'Israéliens laïcs, dont Uri Zohar se fera le porte-parole dans ses films. Il a déclaré « Je me suis attaché dans 3 jours et un enfant à raconter l'histoire d'un homme écartelé, qui n'est ni un maniaque, ni un fou, mais un homme déchiré sentimentalement entre 2 mondes, celui d'un idéal auquel il ne peut renoncer, qu'il ne peut oublier, et le monde où il vit dans lequel cet idéal a pratiquement disparu. Les gens vivent isolés les uns des autres, d'une génération à l'autre, mais on commence à sentir qu'ils veulent agir à propos de la question arabe et de la paix. J'ai mis beaucoup de moi-même et de ma propre histoire dans ce film. Je pense qu'il faut parler de nos problèmes, si particuliers soient-ils, pour atteindre l'universalité. » Ce film valut à son acteur principal le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 1967, donc pour Oded Kotler. Le parcours d'Uri Zohar est assez exceptionnel puisqu'après le cinéma, il est devenu un rabbin Haredim, c'est-à-dire ultra-orthodoxe, et il a complètement renié sa carrière cinématographique. Donc là, peut-être un sujet qui ferait un bon film. Et les sources que j'ai trouvées sur ce réalisateur, donc était écrit dans un article écrit par Ariel Schweitzer de la Cinémathèque française. En 1969, c'est le film Siège de Gilberto Tofano qui est présenté en sélection officielle en compétition au Festival de Cannes. Mais c'est surtout sur le réalisateur Dan Wallman qui présente en 1970 son film Le Rêveur ou À Timroni que je vais m'arrêter un petit moment. Ce film, donc, qui s'intitule Le Rêveur, raconte l'histoire d'un jeune homme qui a une liaison avec une jeune femme, mais qui est attiré par une femme plus âgée que lui. Dan Wallman est un très grand cinéaste israélien. C'est le réalisateur d'une 30aine de films, de pièces de théâtre, de documentaires. Il a passé une partie de son enfance en Éthiopie, il a grandi en Israël, il a étudié le cinéma à New York et je l'ai découvert au Festival du cinéma israélien qui d'ailleurs se tiendra au mois d'octobre cette année, en présentiel cette fois. Le film que j'avais vu s'intitule Mon Michael, il est adapté d'un roman écrit par le grand écrivain Amos Oz et vous pourrez trouver la critique sur mon blog Movie in the Air. L'avant-dernier réalisateur dont je vais vous parler, et non des moindres, s'appelle Moshe Mizrahi. Son film « Rosa, je t'aime » est sélectionné en compétition à Cannes en 1972. Il est également nommé aux Oscars du meilleur film en langue étrangère cette année-là. Ce film raconte l'histoire de Rosa. Dans une communauté de Séphardim à Jérusalem, à la fin du 19e, Rosa, veuve à l'âge de 20 ans, doit, selon le commandement biblique, épouser l'un de ses beaux-frères pour assurer la descendance familiale. Seul Nissim est célibataire, mais il n'a que 13 ans. En 1974, un second film, Les filles à papa, ou Daughters, ou en hébreu Abu El Banat, est sélectionné en compétition au Festival de Cannes, et toujours un film de Moshe Mizrahi.
Moshe Mizrahi s'est formé tout seul au cinéma dans les années 50. Il a réalisé 14 films en Israël et en France. Son film le plus célèbre est bien sûr La vie devant soi. En 1978, l'adaptation du roman de Romain Gary et qui valut à son réalisateur l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et à son actrice principale, Simone Signoret, le César de la meilleure actrice. Je vous propose d'écouter une interview de Simone Signoret à propos de ce film et de son réalisateur que j'ai trouvé sur une chaîne canadienne qui s'appelle TFO. Je crois que pour la plupart des Américains, c'est un film de Signoret. Ils ne connaissent pas ni le réalisateur ni l'auteur. Et bon, c'est dommage. Écoutez, je m'excuse, Moshe Mizrahi, ils l'ont bien reconnu comme l'auteur du film, puisqu'ils vont donner l'Oscar, quand même. Oui, mais ils ont voté l'Oscar. Je crois que vous y étiez pour beaucoup. Votre présence dans ce film y était parce que c'est un rôle tellement formidable que ce serait un petit peu embêtant si on ne m'avait pas vu dedans. Je veux dire, si on ne m'avait pas remarqué au passage. Mais on pourrait aussi se demander dans quelle mesure, si le personnage prend autant de force et d'intensité, c'est pas par hasard parce qu'il a été très bien mis en scène. En Amérique, Moshe Mizrahi a été beaucoup mieux traité, je trouve, par les critiques qu'il ne l'a été en France, où ils sont un petit peu comme ça, Ils ont aimé beaucoup le film, pour moi ça a été formidable. Ils ont été un petit peu, pas méprisants, mais un peu distraits par rapport à cette mise en scène qui a une énorme qualité à mon goût, c'est qu'elle est absolument pas voyante, qu'elle n'est pas putain une seconde, qu'elle n'est pas le résultat du metteur en scène qui veut se faire plaisir à tout prix pour épater les copains avec des mouvements d'appareil. Elle est exactement ce qu'elle doit être, c'est-à-dire au service d'une histoire et des personnages. Madame Rosa, pourquoi vous m'avez menti? Je t'ai menti, moi? Pourquoi vous avez dit que j'avais 11 ans alors que j'en ai 14? Parce que j'avais peur que tu me quittes, moi. Alors je t'ai rajeuni. T'as toujours été mon petit homme, j'en ai jamais aimé un autre. Voilà, vous venez d'entendre un extrait de La vie devant soi réalisé par Moshe Mizrahi, adapté du roman de Romain Gary. Et juste avant, c'était bien sûr Simone Signoret qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a beaucoup aimé à la fois le rôle et à la fois travailler avec ce réalisateur. Le dernier réalisateur dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Menachem Golan. Il a fait une carrière assez extraordinaire. Il ne s'est pas limité à la réalisation et il a été un très grand producteur également. Menachem Golan vient à Cannes pour la première fois en 1964 avec son film Salah Shabati, un film qui inaugure un genre qu'on a appelé Bourekas. Donc, ce genre est donné aux films influencés par la vague d'immigration séfarade en Israël. Selon le New York Times, Menachem Golan aurait passé un accord avec Jean-Luc Godard pendant un festival de Cannes pour réaliser une version cinématographique du Roi Lear. Jean-Luc Godard aura finalement réalisé le film sorti en 1987, mais la partie la plus drôle de la transaction est le fait que Menachem Golan aurait fait signer le réalisateur sur une serviette de table au bar d'un hôtel. Donc, tout pour que l'affaire soit conclue. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée du personnage. Son autre film, qui est très connu, s'appelle Tevi et ses 7 filles, ou en hébreu, Tuvia Vesheva. Ce film, inspiré des histoires de Sholem Aleichem, a également servi de base à la comédie musicale de 1971 et au film, tous deux intitulés Violon sur le toit. C'est l'histoire d'un pauvre juif russe qui s'appelle Tevi, qui essaie de gagner sa vie pour marier ses filles. Le film a un concours au Festival de Cannes de 1968, mais le festival est annulé, bien entendu, en raison des événements de mai 68 que vous connaissez bien. Qui est Menachem Golan ?
Alors, Menachem Golan est né le 31 mai 1929 à Tibériade et il prendra le nom de Golan après sa participation à la guerre d'indépendance de 1948 en hommage au jeune État. La réalisatrice Hilla Bedalia a présenté un documentaire sur lui et son frère en 2014 qui s'intitule The Go-Go Boys, The Inside Story of Cannon Films. Donc un documentaire consacré à Menachem Golan et à Yoram Globus qui ont fondé une société de production qui s'est appelée la Cannon. Ils ont à eux deux produit plus de 200 films et réalisé 44 longs métrages. Il a découvert Jean-Claude Van Damme dans un restaurant qui lui a servi son repas en passant la jambe par-dessus un plateau. Il a également produit Sylvester Stallone, Chuck Norris. Il a travaillé avec Jean-Luc Godard et John Cassavetes. Donc avec son cousin, ce n'était pas son frère, Yoram Globus, il réalise et produit donc dans les années 60 en Israël toute une série de films très populaires. En 1977, il réalise Opération Thunderbolt sur le détournement en 1976 du vol d'Air France et du raid conduit par les Israéliens à Entebbe pour libérer les otages. Son film est nommé d'ailleurs au Festival de Cannes de 1978. Les deux hommes décident ensuite de racheter la Cannon Group en 1979 à Hollywood. Donc avec cette société qui devient l'un des studios indépendants les plus puissants, le tandem Golan-Globus produit de nombreux films d'action comme Portée disparue, Delta Force, Invasion USA avec Chuck Norris, Le bras de fer avec Stallone, Tous les coups sont permis avec Van Damme ou encore Les maîtres de l'univers avec Dolph Lundgren. Mais à la suite de plusieurs échecs, Cannon fait faillite, mais Menachem Golan retourne au début des années 90 en Israël, où il continue de produire des films. Je vous propose de découvrir un extrait de The Go-Go Boys, The Inside Story of Cannon Films, donc ce documentaire réalisé par une femme, Hilla Bedalia, consacré à Menachem Golan et Yoram Globus, donc, et à l'aventure de la Cannon production. Meet Israeli duo Menachem Golan and Yoram Globus. They have a dream of taking over Hollywood with their company Cannon Films. And what kind of movies do they make? Some critics call them schlock films, but actually they're just plain low-budget movies. Did you ever make a $30 million movie? Never. I don't know what to do with 30 millions. I can make 30 movies, maybe. We thought that it will conquer the world. You knew there was going to be guns, you knew there was going to be chicks, you knew there was nudity, there was violence. Cannon was synonymous with awesome in the 80s. They can leave the theater feeling a little bit better than when they went into the theater because the good guy does come out on top. I think you're going to be surprised how anxious the networks would be to do business with you. And he says to me in French, "Vous êtes Monsieur Golan?" And he rubbed my head. Karen, bring me Bloodsport. I'm gonna make you a movie star. They were experts at financing it, selling it, and then making it. They were selling before and then making after. Les panneaux d'affichage qui envahissaient la croisette, c'était Cannon qui débarquait. Pour moi, faire des films, c'est une grande histoire d'amour. To date, they have not made what I would say is a really fine film. You have to make hits in order to survive. Just didn't happen for them. They call us Go-Go Boys. Go-Go means go-go. Voilà, c'était un extrait de The Go-Go Boys Inside Story of Cannon Films, un documentaire que vous pouvez retrouver en entier sur YouTube et qui a l'air tout à fait passionnant. Ces hommes ont vécu une grande aventure de cinéma. Cet épisode sur le Festival de Cannes est aujourd'hui terminé. Je vous remercie d'avoir écouté le 13e épisode de Falafel Cinéma. Nous terminerons notre incursion dans le Festival de Cannes la semaine prochaine. Nous étions, nous aussi, un petit peu aujourd'hui au Festival de Cannes qui se déroule en ce moment. Abonnez-vous au podcast, partagez-le. Il y a également un blog sur le cinéma qui s'appelle Movie in the Air, un blog en français et anglais sur les films et les séries. Je fais une newsletter tous les mercredis, donc je vous propose, si vous le souhaitez, de vous y abonner.
Et si vous voulez apporter votre soutien, vous pouvez le faire en achetant mon premier roman, Nous, Anna, nous, publié aux éditions de Beauvilliers. Voilà, toutes les informations sont bien sûr à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Allez au cinéma, à bientôt et shalom shalom. The chef for you to remember Israel.